Vincent Mantinghem, bonjour. Bonjour. Les téléspectateurs de BFM TV vous connaissent bien, vous êtes chroniqueur judiciaire et spécialisé police-justice sur cette antenne. Les auditeurs de Radio J vont vous découvrir grâce à votre livre « Les défendre tous ». C'est aux éditions du Rocher. « Les défendre tous », c'est à la fois une galerie de portraits d'avocats et puis une promenade au milieu d'affaires qui ont marqué les esprits, qui ont marqué la société. Parce que les défendre tous, ça veut dire justement que même quand on a commis des crimes monstrueux, même quand on est rejeté par un haut-le-cœur général de la société, on a droit à un avocat. D'où vient d'ailleurs ce titre? Vous citez un Alberno, qui était-il? Alberno, c'est un grand avocat, c'est un peu l'une des références dans le monde de la défense pénale, et on dit bien souvent chez les avocats, le livre d'Alberno qui s'intitule « Les défendre tous », c'est le livre de chevet des avocats. C'est son autobiographie qui a été sortie en 1974, donc il y a 50 ans maintenant, et qui fait un peu office de référence pour tout bon pénaliste qui se respecte. La philosophie de les défendre tous, au-delà du banal, on est en démocratie, tout le monde a droit à un avocat, c'est quoi? La philosophie exacte, c'est en fait, moi, le point de départ, ça va être une forme de paradoxe ou d'antagonisme, on pourrait dire, entre ce que je ressens dans la société, dans l'opinion publique, avec parfois des jugements à l'emporte-pièce de gens qui ignorent ou qui méconnaissent le monde de la justice. Mais pourquoi on défend tel criminel? Pourquoi on défend tel terroriste? Et de l'autre côté, le sentiment de ces avocats, de ces pénalistes qui ne se posent même plus la question parce que pour eux, c'est essentiel de les défendre, de les comprendre pour faire œuvre de justice, essayer de comprendre comment ils ont pu commettre ces actes monstrueux et les défendre pour, vous le disiez d'une phrase, conserver l'aspect démocratique dans lequel on vit aujourd'hui. Oui. Vous avez dit le mot monstrueux, leurs faits sont monstrueux, la société les considère comme des monstres. Qu'est-ce que ça veut dire défendre un monstre? Est-ce qu'il y a une méthode, une recette? Pour moi, il n'y a pas de monstre en fait, et il y a des actes monstrueux, mais il n'y a pas de monstre parce que derrière chaque personne, il y a quelque chose à les trouver. Dans ce livre, on est pas mal dans les ténèbres sur des affaires qui sont assez terribles. On parle de mort d'enfants, on parle d'infanticide, mais derrière chaque personne, ce qui m'a intéressé aussi, c'est les avocats qui recherchent cette lueur d'humanité pour tenter de faire comprendre ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas ici de justifier les actes monstrueux, mais de les expliquer, de tenter de décrypter ce qui a pu se passer. Est-ce que certains avocats vous ont dit quand même dans tel dossier, j'ai dit non, je ne me sentais pas capable de défendre quelqu'un qui avait commis ceci ou cela? Alors dans certains dossiers, mais qui ne sont pas dans ce livre, oui, j'ai rencontré des avocats qui ne se sentaient pas l'idée de défendre, mais même parfois au moment du procès. Une anecdote, le procès de Francis Holm dans l'affaire du double meurtre de Montigny-lès-Metz. L'avocat de la famille d'un des deux enfants tués était persuadé, encore des années après, que la responsabilité était celle de Patrick Dils, qui avait été innocenté pourtant. Et cette famille avait demandé à son avocat de plaider cette thèse-là, et il a refusé au moment du procès en disant « Voilà, je m'avance à la barre, mes clients veulent que je parle de ça, je ne peux pas en parler, donc je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. » Une sorte de retraite déontologique. Oui, de cas de conscience, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand le cas de conscience est trop fort, quand c'est allé à l'encontre de ses principes ou de ce qu'on croit, certains avocats refusent. Et du reste, ils s'en défendent assez rapidement en disant non, là, je ne peux pas aller là-dessus et quelqu'un d'autre le fera très bien pour moi. Devant l'évidence de la culpabilité, souvent les faits sont reconnus. Devant le côté incroyable, démesuré des faits, est-ce que le ressort de ces avocats, c'est d'aller chercher ce que vous appeliez l'étincelle d'humanité, la parcelle d'humanité, c'est-à-dire de faire de la psychologie en fait? Oui, alors ce qui est marquant aussi, c'est que ces avocats, ce sont donc avant tout des robes noires, des pénalistes qui défendent, mais on se rend compte quand on les côtoie, puis à la lecture de l'ouvrage, qu'ils sont bien plus que ça. Ça va être des amis, des confidents, des conseils psychologiques, parfois des médecins. Ils vont dépasser leurs fonctions parce que pour trouver cette lueur d'humanité dans le regard de leurs clients, il faut aller au-delà de la fonction même d'avocat. C'est comme ça qu'ils dépassent, qu'ils vont essayer de trouver une voie, parce qu'en fait, tous ces avocats, ils sont à la recherche d'une stratégie de défense que moi j'appelle une voie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire face à l'énigme judiciaire qui nous est posée. Parfois, les faits sont là, les aveux peuvent être là, mais il n'empêche qu'il y a toujours une voie pour essayer d'atténuer la peine ou de faire comprendre l'acte. Et notamment, il y a une issue facile, entre guillemets, c'est d'obtenir qu'on constate l'irresponsabilité, l'abolition du discernement. Dans plusieurs affaires, il y a des experts qui disent on est à un cheveu de l'abolition, mais on n'y est pas. C'est ça que les avocats espèrent, la bouée de secours? Alors, dans certains cas, oui, il y a certains dossiers où la question de l'irresponsabilité pénale ne se pose pas, mais c'est vrai que pour tous les dossiers, notamment sur les affaires qui nous paraissent
totalement dantesque. On parle dans le livre de Fabienne Cabou qui a laissé son bébé de 15 mois Ada, sur la plage, elle a été noyée par la marée, Noyée. elle entendait des voix, du vaudou. Exactement, et son avocate s'est dit, voilà, il faut évidemment demander des expertises psychiatriques, voir exactement ce qu'il y avait dans son esprit, tenter de la comprendre pour tenter de pouvoir comprendre après l'acte. Et c'est vrai que dans plusieurs dossiers, même actuels, je parle notamment de la mort de la petite Lola dans le 19e arrondissement, qui remonte à il y a 2 ans maintenant, et le corps de la petite avait été mis dans une valise, ça avait fait parler énormément à l'époque des faits. On se dit, mais comment on peut faire subir ça à un enfant ? Forcément, cette personne est folle. Pourquoi se dit-on ça dans l'opinion publique ? Parce que ça permet de mettre une distance, de dire, mais elle a commis ça parce qu'elle ne fait pas partie de notre communauté. C'est quelqu'un qui est atteint de folie et c'est la raison pour laquelle elle a pu commettre cet acte. Et pour les avocats, évidemment, c'est une façon aussi d'élaborer une stratégie qui permettra à terme peut-être d'obtenir l'irresponsabilité pénale. Alors, il y a un cas hors norme, évidemment, dans votre livre, c'est le cas de Michel Fourniret, qui réclame un avocat quelconque. Qu'est-ce que ça pouvait signifier ? Fourniret veut toujours garder la main sur, en tout cas il le voulait puisqu'il est décédé depuis, mais il voulait toujours garder la main sur la justice qui venait le chercher pour tous ces dossiers-là. Donc il avait déjà des avocats, il avait été condamné, il savait qu'il finirait ses jours en prison. Il est attrapé pour une autre affaire et il réclame l'avocat le plus quelconque du barreau, le plus quelconque. Ça tombe sur un homme qui s'appelle Grégory Vavasseur et qui se met à devoir défendre l'indéfendable. Là, on pourrait le dire, il se pose ce cas de conscience. Et c'est vrai que dans l'esprit de Michel Fourniret, il a joué avec les magistrats pendant des années, il a joué avec son avocat. Je raconte dans l'ouvrage que dès la première rencontre... Son avocat lui dit « asseyez-vous » et Fourniret dit « Fourniret s'assoit quand il décide ». Exactement. C'est ahurissant. Il lui dit ça et il y a cet échange glacial de 2 minutes et puis après il s'est montré extrêmement courtois pendant 9 ans. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que lors de la première rencontre, Fourniret passe aux aveux devant son avocat et dit « oui, elle je l'ai tuée », mais il va mettre 9 ans à le dire devant les juges parce que pour lui, cette durée de 9 ans d'instruction, c'est aussi une espèce de jeu pervers dans lequel il garde une forme de libre arbitre, de pouvoir décider de la façon dont les choses s'organisent. Il échange des lettres avec son avocat, parfois des lettres de plus de 100 pages, enfin, c'est un délire. Et l'avocat dit, c'est le client qui m'a le moins embêté de ma carrière. Paradoxe complet, parce que quand ce dossier lui tombe sur la tête, il se pose toutes les questions qu'on se pose. Il dit, mais comment ma famille va-t-elle réagir à ça ? Comment les autres clients vont le prendre ? Est-ce que je vais être honni de la société parce que je défends le tueur en série le plus abouti que la société française ait jamais compté ? Finalement, il se dit, je dois y aller parce que mon métier, c'est aussi de vider les poubelles de l'humanité. C'est l'expression qu'il prend. Il le fait et au final, après 9 ans, il se dit, en fait, c'est celui qui m'a le moins embêté de toute ma carrière parce que, il n'a pas été... ça a été au fil de l'eau, une non-défense en fait. Oui, et puis surtout, il était sans pression cet avocat, parce qu'arrivé au procès, Fourniret avait fini par passer aux aveux, donc comme il avait dit, moi je viens ici le défendre, mais on sait très bien comment ça va se terminer, il va retourner en prison, il va être condamné. Donc finalement, la seule pression pour cet avocat, c'était de plaider non pas devant son client pour tenter de le faire innocenter, mais de plaider devant tous les journalistes qui étaient là. Il disait, faut pas que j'ai l'air ridicule, je dois venir plaider pour un homme qui est le pire du pire, mais qui a déjà avoué, je vais faire mon travail, mais il ne faut pas que je sois ridicule. Un des avocats les plus présents dans votre livre, Franck Berton, dit « il faut oublier les clients après ». D'autres avocats, au contraire, gardent des liens, se tiennent au courant, font un peu office parfois de nounou, de famille de remplacement. Quelle est la bonne attitude ? Je pense que c'est l'attitude qui chacun décide en fait un petit peu à sa manière. Franck Berton a effectivement cette espèce de capacité à oublier les affaires. Une fois que le verdict est rendu, une fois que l'affaire est terminée, il met le dossier de côté et il en passe à un autre parce qu'il ne veut pas s'attacher à ses clients, il ne veut pas vivre avec les affaires de ses clients qui sont des affaires très douloureuses. Et il me dit d'ailleurs, c'est marrant parce que je cherche dans mon téléphone, certains clients, j'ai même plus leur numéro. En fait, je l'ai effacé ou je le retrouve plus, mais je sais qu'ils ont le mien. S'ils ont besoin de moi, ils m'appelleront. À l'inverse, on a d'autres avocats qui ont développé une forme d'empathie, de compassion, voire même presque d'amitié pour les clients qu'ils ont défendus, et ils continuent de les aider au quotidien dans des gestes qui sont complètement en dehors de la sphère médiatique. Et désintéressés, totalement. Totalement désintéressés. On a des avocats qui vont aider à héberger leur client qui est sorti de prison, l'emmener en balade ou tenter de les secourir parce qu'ils mettent cette
humanité au-dessus de l'affaire qu'ils ont eu à juger. Ouais. Alors, l'avocat dans ce type d'affaire est exposé. L'avocat de la maman de la petite Ada, noyée sur cette plage, est attaqué par la foule alors qu'elle va prendre sa voiture. Dans l'affaire Bourgeon, il y a des menaces sur l'avocat, Maître Portejoie, qui signale d'ailleurs l'irruption des réseaux sociaux aussi dans ces moments-là. Vous rappelez la phrase de Maître Moreau de Jaffery, hein, l'opinion publique qui rentre dans les prétoires, c'est une prostituée qui tire la justice par la manche. Je cite de mémoire. Ça, c'est un vrai péril de notre société actuelle surmédiatisée ? Oui, c'est une forme de péril à mon sens parce que aujourd'hui, notamment depuis l'irruption des réseaux sociaux, on va dire, chacun se forge une opinion et a le sentiment d'avoir voix au chapitre. Tout le monde est juge. Tout le monde se sent juge. Il y a un juge qui va trancher ou une cour d'assises ou un juré, mais on a 70 millions de Français qui pensent à un moment donné qu'ils pourraient avoir la capacité de juger. Et c'est un vrai péril. Pourquoi ? Parce que les gens qui pensent ça n'ont pas accès au dossier judiciaire, ils ne l'ont pas lu, ils n'ont bien souvent pas assisté à une journée d'audience et bien souvent ils ne savent pas comment la justice fonctionne. À mon sens, on gagnerait aujourd'hui à faire œuvre de pédagogie, mais même au sein de l'éducation nationale, j'invite tout le monde à aller un jour se rendre à une comparution immédiate, une journée, un procès, pour voir comment la justice fonctionne, pourquoi il est important de défendre tout le monde et comment on défend, comment ça se passe. Et pourquoi l'avocat n'est pas le complice, le comparse de l'accusé. Or, sur les réseaux sociaux, on accuse l'avocat d'être le complice. Oui, tout simplement parce que si vous avez décidé de le défendre, c'est que vous êtes d'accord avec ce qu'il a fait ou que vous l'auriez validé. Or, c'est évidemment pas la question. L'avocat n'est pas responsable des actes commis par son client. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cet amalgame en permanence qui est fait. Fabienne Roy-Nancion, qui a défendu Fabienne Cabou, le dit justement. On m'a associé à l'acte horrible que ma cliente a commis, sauf que je ne le valide pas. J'essaie de le comprendre et je dois la défendre. Mais ça ne veut pas dire que je suis complice de ce qu'elle a commis. Alors, il y a le rôle des médias sérieux. Évidemment, il faut parler des grandes affaires, ça les médiatise. Est-ce que ça peut contribuer à ce phénomène un peu d'hystérisation générale ? Alors, ça y contribue, mais il y a les deux côtés de la pièce, j'ai envie de dire. Il y a effectivement l'aspect un peu négatif, avec cet effet de loupe où chacun va se dire « Ah bah, j'ai lu ça sur tel journal, j'ai entendu ça à telle radio, telle télé, donc je pense que c'est ça ». Mais d'un autre côté, les médias font aussi œuvre de pédagogie pour expliquer justement comment la justice fonctionne, pour expliquer qu'une décision elle est rendue comme si et que c'est pas scandaleux, pour vraiment tenter de montrer comment ça se passe. Alors je laisse les auditeurs lecteurs découvrir le dernier chapitre sur les époux Balkany qui est savoureux, je ne veux pas le déflorer, et puis se plonger dans ce livre, Les défendre tous aux éditions du Rocher. Vincent Mantingham, merci et bonne journée. Merci beaucoup. Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J.